Pourquoi le canal de l'Eure et l'aqueduc de Maintenon? Eh bien, à l'époque de Louis XIII, le château de Versailles était suffisamment alimenté en eau. Mais pour Louis XIV, qui avait demandé des nouveaux jardins et des fontaines, les volumes et les débits d'eau devenaient totalement insuffisants. En 1664, plusieurs réservoirs surélevés avaient été construits pour alimenter les fontaines par gravité. Ils étaient remplis par des pompes qui étaient entraînées par des moulins à vent ou des manèges à chevaux. Les spectacles des grandes eaux donnés à partir de 1666 nécessitaient de tels volumes qu'un fonctionnement intermittent des fontaines avait dû être institué et que 3 nouveaux grands réservoirs avaient été construits au nord du château. Avec les travaux de la première tranche du Grand Canal, un barrage sur la Bièvre avait permis de créer un étang, l'étang du Val, dont les eaux étaient relevées par des pompages, sur la colline de Satory et qui alimentaient les réservoirs de Versailles. Ces systèmes de pompage complexes et aléatoires furent progressivement remplacés par des réseaux d'alimentation gravitaire, de façon à éviter les problèmes liés au pompage. Ces réseaux gravitaires étaient constitués de rigoles et d'étangs situés à des niveaux supérieurs au jardin ou au château de Versailles. C'est ainsi que furent créés les étangs de Trappes, actuellement on l'appelle l'étang de Saint-Quentin, l'étang de Bois d'Arcy qui a disparu, et l'étang de Bois-Robert. Puis on créa le réseau gravitaire dit inférieur avec les étangs de Saclay, du Trou-Salé. Donc ce réseau inférieur alimentait les réservoirs grâce à un système de siphons à partir de tuyaux en fonte pour passer une vallée. Et ces siphons marchaient très mal et donc ils ont été vite remplacés par l'aqueduc de Buc, qui existe toujours, mais qui n'est plus utilisé bien entendu. En 1675, la recherche de solutions s'est orientée vers les eaux de la Seine. C'est ainsi que l'imposant projet de la machine de Marly avait été étudié et expérimenté au château de Saint-Germain, et que sa construction avait débuté en 1681. Cependant, les premiers essais réalisés en 1684 se révélèrent très insuffisants. Par exemple, le débit n'était que le tiers de ce qui était prévu à l'origine. En plus, c'est une machine qui était coûteuse, qui était bruyante, et donc son emploi avait été limité uniquement à l'alimentation du château de Marly. Aussi, en 1684, à la demande de Louvois, qui était le nouvel superintendant, un réseau gravitaire supérieur avait été créé de façon à alimenter les jardins correctement, à partir, bien sûr, des étangs de Saint-Quentin, auxquels on avait relié les étangs de Hollande et plus tard les étangs du Perret et de la Tour, près de Rambouillet. Donc on se rapprochait ainsi de l'Eure. Et donc on avait alimenté donc les réservoirs du château à partir de tout un réseau de rigoles, de rivières, d'aqueducs. Ça représentait quand même 200 km de rivières, de rigoles, et environ une capacité des étangs de 8 millions de mètres cubes. Cependant, c'est resté insuffisant pour les besoins de Louis XIV. À partir des relèvements effectués donc, pour ces étangs, pour la création de ces étangs et de ces rigoles, les ingénieurs du roi ont poussé les relèvements jusqu'à l'Eure. C'est ainsi que l'abbé Picard
et l'Aïr ont fait des relèvements sur la rivière Eure et se sont aperçus que on pouvait alimenter les étangs, et donc Versailles, avec l'eau de l'Eure, qui avait un débit et une qualité bien supérieure à ce qu'on pouvait attendre des étangs. C'est ainsi que le canal qu'on appelle canal de la rivière Eure a été mis en œuvre, étudié d'abord, et les travaux ont pu commencer peu de temps après. Mais précisément, quels étaient les projets de la rivière d'Eure et de ses ouvrages? Eh bien, la rivière Eure, le projet était de capter les eaux de la rivière à Pongouin. Pongouin, c'est au nord de... non, à l'ouest de Chartres, assez loin. Mais la distance à parcourir pour aller de Pongouin jusqu'à l'étang de la Tour, parce que l'objectif c'était d'alimenter les étangs de la Tour, puisque le réseau était déjà commencé et déjà bien effectif de l'étang de la Tour à Versailles. Eh bien, cette distance à parcourir était environ 75 km. En ligne droite, c'était plus court, mais il fallait que la rivière d'Eure, cette rivière, ce canal, puisse fonctionner sans pompage, sans rien. Donc il fallait une pente constante, une pente régulière, qui était environ de 17 cm par kilomètre. C'est pas beaucoup, mais c'était suffisant. C'était suffisant. Et on a très vite réalisé la première partie de cette rivière d'Eure, qui allait de Pongouin jusqu'au point arien, ce que l'on appelle point arien, c'est-à-dire l'endroit où le niveau prévu pour le canal était au niveau du terrain naturel. C'était tout près de Berchères-Lamagot. Seulement, après, donc ça représentait environ 35 km de travaux qui ont été très vite réalisés. Il fallait simplement creuser donc en déblais et faire quelques petits ouvrages pour laisser passer des rigoles ou des rivières qui descendaient de coteaux, et donc il fallait laisser passer sous les ouvrages. Mais 1 kilomètre après ce point arien, il se trouvait une vallée qu'on appelle la vallée des Larisses, qui est tout près de Berchères-Lamagot, et dont le fond était à 36 mètres en dessous du niveau prévu par le canal. Donc ça posait déjà un problème pour passer au-dessus, 36 mètres au-dessus du fond de la vallée. Et puis, encore plus loin, le canal de la rivière Eure devait recouper la vallée de l'Eure à Maintenon. Et là, le problème était encore bien plus important, puisque le niveau de l'Eure à Maintenon était à 72 mètres en dessous du niveau qu'aurait dû avoir auquel devait passer le canal. Donc on se retrouvait devant deux gros problèmes, d'une part à la vallée des Larisses, d'autre part à Maintenon. Alors pour arriver à passer ces deux problèmes, on a imaginé, les ingénieurs ont imaginé un certain nombre de projets. Il y a eu 4 projets en fait qui se sont succédés. D'abord un projet un peu extravagant qui prévoyait 17 km d'aqueduc maçonné, qui était vraiment avec dans le fond de la vallée de l'Eure 3 niveaux d'arches, et dans beaucoup d'endroits 2 niveaux d'arches superposés. Donc c'était un projet assez faramineux, et puis il n'y avait pas les matériaux suffisants pour le réaliser. Donc très vite, ce projet a été remplacé. On a décidé de faire, là où c'était possible, des remblais en terre. On en voit encore tout près de Berchères-Lamagot, des grands remblais donc ces remblais, ils avaient été limités quand même à 20 mètres de haut. C'était quand même assez considérable, mais ça permettait de réduire l'étendue de cet aqueduc, qui au départ devait avoir 17 km, on l'a réduit à 4 km et demi, ce qui était déjà beaucoup plus raisonnable. 4 km et demi, mais
compte tenu du fond de Maintenon en particulier, de l'heure à Maintenon, on devait encore passer avec 3 niveaux d'arches. C'était déjà un ouvrage, c'était encore un ouvrage important. Hein. À côté de Berchères-la-Mingot, là, à la rivière des Larisses, on a prévu de remplacer l'aqueduc par un système de remblai, mais très important, ce qui a nécessité de créer des ouvrages quand même assez conséquents, hein, en particulier une grande voûte, et donc le remblai devant être très élevé, on arrivait à un ouvrage assez déraisonnable. Et donc, ça a amené finalement les ingénieurs à concevoir, à remplacer finalement tous ces remblais énormes ou les ouvrages un peu trop importants par un système de siphon, de façon à redescendre le niveau dans ces passages profonds. Il fallait redescendre le niveau avec un système de siphon et remonter de l'autre côté à la vallée des Larisses et également sur l'aqueduc de Maintenon qui, à ce moment-là, ne pouvait avoir qu'un seul niveau. Hein. Mais pour faire ces siphons, il fallait des tuyaux. Alors, on connaissait déjà, ils avaient expérimenté les tuyaux en fonte avant l'aqueduc de Buc, mais c'était assez aléatoire. Hein. Il y avait énormément de fuites. Hein. Et donc, ce projet à partir de tuyaux, quand on y réfléchit, il n'était pas tellement viable pour différentes raisons, en particulier avec ces hauteurs importantes à franchir. Hein. À maintenant, on a vu qu'il fallait passer 72 mètres au-dessus du fond de la vallée. Hein. L'aqueduc réalisé, le premier niveau d'arche qui a été réalisé finalement dans toute la largeur de la vallée de l'Eure, lui montait à 26 mètres. Donc ça veut dire qu'il restait encore environ 40 mètres. Hein. Ça signifie que dans les tuyaux qui ont été installés sur l'aqueduc, on avait une pression qui était absolument déraisonnable pour l'époque, une pression de 4 bars. Il faut rappeler qu'à Versailles, à l'heure actuelle, il y a encore des tuyaux d'origine de cette époque. Et les fontainiers limitent la pression à 1 bar. Donc à 4 bars, il y aurait eu des fuites colossales. C'était pas très viable comme projet. Hein. Donc finalement, le projet le plus viable aurait été quand même l'aqueduc sur 3 niveaux, mais limité uniquement au fond de Maintenon. Hein. Au passage à Maintenon. Cet aqueduc sur 3 niveaux, eh bien, il a été étudié par la suite. Il a été étudié par différentes... Et même très vite, il a été étudié bien après l'abandon des travaux. Et on s'est aperçu que finalement, pour réaliser 3 niveaux d'arches dans le fond de Maintenon, avec les abords, parce qu'il n'y avait pas que le fond de Maintenon, mais il fallait arriver à certains niveaux sur les abords, à l'approche, eh bien, on a pu faire un calcul et on s'est aperçu qu'il fallait 1,2 million de mètres cubes de matériaux pour réaliser cet ouvrage. Ça restait encore colossal. Colossal. Hein. Et bien que la distance était limitée, c'était pas très viable. Hein. Ce qui fait que même avec les 47 arches réalisées, on a quand même utilisé 250 000 mètres cubes de matériaux. Matériaux de maçonnerie. Hein. C'était déjà considérable. Hein. Et puis, il y avait encore un autre problème, c'était la fourniture des tuyaux en fonte. Parce que ces tuyaux en fonte, il fallait les fabriquer. C'était le début on commençait à savoir fabriquer des tuyaux en fonte, hein, par centrifugation, mais c'était pas très aléatoire, mais difficile. Et puis, ça se faisait dans des régions lointaines. Les tuyaux en fonte, ils auraient été fabriqués dans le Nivernais en particulier, où il y avait des mines de fer,
hein. Et en Normandie, il y avait également des mines de fer et des fonderies en Normandie. Mais ces tuyaux, il fallait les transporter, présentaient des tonnages énormes, et surtout leur nombre devenait considérable, parce que on en utilisait à peu près sur 1200 mètres, 1,5 km à Berchères-Lamagot, au siphon de Berchères-Lamagot, et on utilisait sur 3800 mètres au siphon de Maintenon. Ça représentait au total pratiquement 20 000 tuyaux. 20 000 tuyaux qu'il fallait fabriquer, acheminer depuis le Nivernais ou la Normandie, hein, et puis ensuite assembler. Donc c'était vraiment, ça représentait encore des difficultés. Ce qui fait que ce projet avec des tuyaux, heureusement que c'était vers la fin, vers l'abandon du projet, parce qu'il n'aurait pas pu être réalisé correctement. Mais alors, dès lors, quels matériaux on a utilisé pour construire l'aqueduc de Maintenon? Et puis aussi, comment on a réalisé le transport? Oui, effectivement, les matériaux, on peut les identifier assez facilement sur l'ouvrage qui persiste, hein. Il y a suffisamment d'éléments pour imaginer comment ça a été construit, ça a été fabriqué. Eh bien, l'aqueduc, en fait, il était constitué d'une ossature très, très solide. La preuve, c'est qu'elle est encore en place en aucun endroit, qui était faite à partir de gros blocs de grès parce qu'on avait découvert, pas très loin, à Épernon, des carrières immenses de grès, hein, et de grès de bonne qualité, ce qu'ils appelaient le grès, un grès non gélif. On appelait ça le grès pif. Pif parce que quand on tapait dessus, ça fait pif. Hein. Et par contre, il existait des grès relativement friables, et quand on tapait dessus, ça faisait pouf. Donc, donc c'était des grès non gélifs qu'il fallait utiliser, parce que l'aqueduc, il était à l'extérieur, il pleut, le froid, le gel, et donc il fallait quand même des matériaux de très bonne qualité pour réaliser une ossature. D'ailleurs, on le voit très bien quand on voit les images de l'aqueduc actuel. Ces grès de couleur grise, on voit très bien les ossatures qui ont été... D'ailleurs, les fondations étaient également réalisées à partir de grès. Hein, et donc, on créait des ossatures, et puis tout l'extérieur, donc ces grès étaient taillés dans les carrières et assemblés avec un mortier, une sorte de béton non gélif. Il fallait qu'il soit non gélif. Et pour ça, il fallait aussi trouver une chaux hydraulique qui était non gélive, parce que la plupart des chaux aériennes, elles ne résistent pas au gel. Donc cette chaux, pour assembler les matériaux, le grès en particulier, et le reste, il fallait que ce soit une chaux très spéciale. Et pour ça, on pouvait la trouver difficilement. Il fallait partir de pierres calcaires qui contiennent un petit peu de silice et un petit peu d'argile. Heureusement, à Galardon, il y avait des carrières à Germonval, exactement. C'est un peu au nord de Galardon. Il y avait des carrières avec un calcaire très particulier. On retrouve d'ailleurs ce calcaire dans la région de Chartres, du côté de là, un peu, quand on va du côté de la forêt de Senonches, on rencontre ce type de calcaire qui permettait d'obtenir des mortiers non gélifs. Alors, à partir des ossatures faites en gros blocs de grès, des grès taillés dans les carrières, après, on remplissait, c'était quand même très massif, hein, les piles de l'aqueduc, c'est énorme. Donc, on faisait un remplissage avec des matériaux plus courants qu'on trouvait dans la région, en particulier des silex, et puis des calcaires, les carrières de Galardon, de Germonval, ont été utilisés aussi pour produire des blocs calcaires qui étaient taillés et qui ont servi à remplir autour des ossatures de grès. Hein. Alors on le voit bien sur les images. Les ossatures, c'est de couleur grise, couleur du grès, et
les parois entre les piliers sont de couleur plus jaunâtre. C'est-à-dire la couleur des silex. Les silex dans la région sont jaunes. Et le calcaire, les blocs de calcaire plus grossiers qui avaient été utilisés. Donc, du grès, du calcaire, et puis des silex, parce que des silex dans la région, on en trouve en pagaille, dans les champs tout autour de l'aqueduc, dans les champs, des silex, il y en avait partout. Alors, le remplissage intérieur des piles était réalisé avec des blocs, des pierres plus courantes, et avec une chaux qui était une chaux hydraulique. Parce qu'il y avait dans les collines autour de la vallée de l'Eure, autour de Maintenon, il y avait énormément de ce qu'on appelle de la craie. En fait, on appelle ça de la marne, mais en fait c'est de la craie presque pure, et donc qui permettait de fabriquer des chaux aériennes. Et donc, là, on en disposait en grande quantité, à proximité du chantier, donc on utilisait pour le remplissage intérieur, qui n'était pas soumis aux intempéries, beaucoup moins soumis aux intempéries, on mettait du matériau plus facile à trouver et à extraire autour du chantier. Alors, les arches, les voûtes des arches, c'était un travail particulier parce que là encore, on a réalisé des ossatures en grès. On le voit très bien, par exemple, quand on passe sous l'aqueduc à l'heure actuelle, à côté de Maintenon, on voit les ossatures. Il reste d'ailleurs que les ossatures par endroit, les ossatures en grès. Et on remplissait, entre ces ossatures, alors sur un coffrage, qu'on appelle un cintre, on remplissait avec des briques mises sur la tranche, un travail colossal, parce qu'il fallait des centaines de milliers de briques, assemblées à la chaux, mises sur les coffrages, et on faisait généralement trois étages de briques, trois épaisseurs de briques sur la tranche, assemblées côte à côte, pour réaliser les voûtes. Une fois que c'était durci, on retirait les cintres, et on finissait le remplissage alors avec des blocs plus ordinaires, des silex, des calcaires. Mais on devait terminer par un revêtement en dalles de grès, parce qu'avec la pluie qui pouvait tomber, il fallait avoir un revêtement étanche, un peu étanche, sur le dessus. Donc le dessus des voûtes était garni de dalles de grès. Donc vous voyez que ça faisait une quantité de blocs de grès, de dalles de grès, et souvent même sur les renforts extérieurs, on rajoutait également des dalles de grès pour protéger de la pluie. Ça faisait des quantités énormes de grès à aller chercher à Épernon. Et puis le calcaire, aller le chercher à Gallardon. C'était quand même pas tout près. Et donc se sont posés le problème des transports. Parce que les chemins de l'époque n'étaient pas très carrossables. Il y avait bien quelques grands chemins, des chemins de grande distance, mais qui très peu étaient pavés. Donc la plupart du temps, les charrettes s'embourbaient. Donc avec des masses importantes, on ne pouvait pas envisager de transporter, même sur 15 km, des telles quantités et des telles masses de matériaux pondéreux. C'est donc, il a fallu aller chercher, trouver des moyens pour transporter ces matériaux qui venaient d'Épernon, qui venaient de Gallardon, et puis il y avait également d'autres matériaux qui venaient de beaucoup plus loin. Vous aviez les briques. Les briques, la plupart des briques du aqueduc de Maintenon ont été fabriquées à Abondant. Abondant, c'est à côté de Dreux, château d'Abondant. Un château. Il y avait une briqueterie très importante, une briqueterie royale très importante là, mais les briques pouvaient venir de beaucoup plus loin. Parce que les briqueteries locales, il y en avait des toutes petites à côté de Changé, pas loin du chantier, mais c'était totalement insuffisant vu la masse de briques qu'il fallait fabriquer et mettre sur place, ne serait-ce que pour toutes les voûtes. C'était colossal. Donc il fallait trouver, et puis il y avait également tous les coffrages. Tous les coffrages, il y avait des quantités de bois assez importantes pour les échafaudages, pour les coffrages. Encore un autre matériau qu'il fallait chercher très loin,
c'était le charbon. Parce que pour fabriquer de la chaux hydraulique, il fallait, bien sûr, les fours à chaux ordinaires, la chaux aérienne, le bois était suffisant, mais pour fabriquer la chaux hydraulique, il fallait chauffer plus fort. Hein, et donc là, il fallait un peu de charbon. C'est-à-dire qu'on utilisait à la fois le bois et avec un apport de charbon pour arriver à produire la chaleur nécessaire pour fabriquer de la chaux hydraulique. Hein. Donc il y avait du charbon, il y avait des charbons qui sont venus d'Angleterre. Hein. Et à l'époque, quand le projet s'est orienté vers les tuyaux en fonte, il fallait aller chercher les tuyaux en fonte en Normandie. Hein. Donc vous voyez le problème du transport. Alors, Vauban avait l'expérience, parce que Vauban, il avait travaillé sur les forts de l'Est et forts du Nord, et il avait, pour tous ces forts, il avait créé à chaque fois des réseaux de canaux, de façon à permettre d'amener tous ces matériaux qui venaient de très loin, matériaux pondéreux, très lourds, les amener au pied du chantier. Eh bien, c'est ce qu'il a fait maintenant. Il a fait créer tout un réseau de canaux de façon à amener tous ces matériaux qui venaient, puisque certains venaient d'Angleterre, donc il fallait remonter la Seine, après remonter l'Eure, jusqu'à maintenant. Hein. À l'époque, à cette époque-là, l'Eure n'était plus navigable jusqu'à Chartres. À une époque, au Moyen-Âge, on avait parlé de la navigation sur l'Eure, on avait créé une navigation sur l'Eure, mais ça n'avait pas duré. Parce que, et puis c'était pour des masses assez faibles. Donc on arrive à la création de ces canaux dont on va développer l'importance. Autre question qu'on peut se poser, c'est quels ont été les canaux nécessaires et quel était le parcours des canaux où se situaient les écluses. D'accord. Eh bien, et quels vestiges sont encore visibles. Tout à fait, tout à fait. À l'heure actuelle, à l'époque, disons, on a créé trois grands canaux. Trois grands canaux. D'une part, le canal qu'on appelle de l'Eure. Hein, c'est un canal qui part du chantier de l'Aqueduc et qui va permettre de rendre navigable toute la partie de l'Eure qui va jusqu'à Nogent-le-Roi, parce qu'après Nogent-le-Roi, l'Eure était encore navigable. Hein, mais jusqu'à Nogent-le-Roi, il fallait la rendre navigable. Et puis, il fallait aboutir au confluent d'un autre canal, qu'on appelle le canal d'Éperdon, hein, qui correspond à la rivière Drouette. Hein. Le terme à l'époque, c'était le canal d'Éperdon. Souvent, maintenant, on l'appelle le canal de la Drouette, mais c'était le canal d'Éperdon. Hein. Donc, de façon à pouvoir récupérer sur l'Eure, le canal de l'Eure aboutissait au chantier, et le canal d'Éperdon, lui, arrivait dans le canal de l'Eure à Villiers-le-Maurier, qui était un peu plus bas que maintenant. Ça, c'était le deuxième canal. Et le troisième canal, c'est le canal de Galardon, pour aller à Galardon, donc chercher cette fameuse chaux, hein, chaux et les blocs de calcaire. Et donc ça, c'était le canal de Galardon qui avait été construit sur la rivière qu'on appelle la Voise. Donc voilà ces trois canaux. Hein. Le canal, tous ces canaux ont été parfaitement définis par Vauban, hein, ou ses ingénieurs, bien entendu. Hein. Et Vauban avait parfaitement établi les parcours des différents canaux. C'était évidemment construit à partir de rivières existantes, l'Eure, la Drouette et la Voise, mais ces rivières n'étaient pas navigables, hein, en particulier pour transporter des masses importantes, surtout le canal d'Éperdon. Hein, le canal d'Éperdon, il fallait qu'il transporte des pierres très lourdes, hein, en quantité conséquente. Hein. Et puis, le canal d'Éperdon, il aboutissait dans le canal de l'Eure et qui permettait de remonter jusqu'au chantier. Hein. Donc, ces trois réseaux de canaux, ils ont été parfaitement définis par Vauban, qui indiquait exactement les parcours qu'il fallait redresser, hein, parce qu'il fallait redresser les parcours. Et puis surtout, il y avait quand même beaucoup de moulins sur ces rivières. Des moulins. Et un moulin, ça posait un problème. Donc c'était facile, c'était pour le roi. Donc le moulin, on décidait de le mettre en chômage, hein, pendant l'utilisation des canaux. C'était simple. Hein. Donc on a créé, à chaque fois qu'il y avait un moulin, au total il y en avait
il devait y en avoir à peu près une bonne quinzaine au total de moulins. Donc à chaque fois, on a créé un court-circuit, je dirais, un court-circuit pour éviter le moulin. Et le moulin, il était mis en chômage. Hein. Puis bon, on indemnisait peut-être, ou je ne sais pas si ça a été réellement le meunier, hein, pendant la durée des travaux. Hein. Et puis, il fallait bien sûr définir les parcours, qui ont été parfaitement définis par Vauban et ses ingénieurs. Et puis, imaginez comment, parce que ces rivières, elles étaient à des niveaux, ou plutôt le point de départ de certaines rivières était à des niveaux différents. Hein. Et donc, pour transporter des barques, on ne pouvait pas avoir une rivière qui coule trop vite. Hein. Il fallait stabiliser le cours et puis pouvoir remonter les barques. Donc, ils ont créé tout un réseau d'écluses. Hein. D'écluses qui ont permis comme ça de rendre navigable par des barques chargées lourdement depuis Épernon jusqu'à Maintenon et depuis Gallardon jusqu'à Maintenon. Hein. Alors il y avait un autre problème qui se situait à partir du moment qui se posait, à partir du moment où on créait des écluses, il fallait qu'il y ait suffisamment d'eau pour alimenter les écluses. Parce qu'à chaque fois qu'on ouvre une écluse, les portes d'une écluse, on consomme de l'eau. Hein. Et alors, pour la rivière d'Eure, ça ne posait pas de problème. Le débit de l'Eure est suffisant, était largement suffisant, donc pas de problème. Pour la rivière d'Épernon, pareil, c'était pas un problème parce que la rivière de la Drouette est alimentée par des rivières qui viennent de la forêt de Rambouillet. Cette forêt de Rambouillet constitue une réserve d'eau importante. Il y a beaucoup d'étangs, beaucoup de marécages. Et donc, même en été, la Drouette avait quand même suffisamment d'eau. Et puis, ses affluents, il y a 3 affluents de la Drouette. Il y a la Drouette, la Guêle et la Guéville. Par contre, sur Gallardon, c'était un problème. Parce que la Voise est une petite rivière qui vient des plaines de Beauce. Et en été, à la Voise, il y a un petit filet d'eau. Il n'y a presque rien du tout. Donc il a fallu que les ingénieurs de l'époque imaginent un système de suralimenter, un système pour ralimenter la rivière de Gallardon avec de l'eau. Eh bien, ils ont été à prendre encore en l'heure. Mais quand même plus près, pas trop loin, et ils ont créé une petite rigole qui permettait de retransporter de l'eau de l'Eure en amont de Jouy. Ils ont pris à partir de ce qu'on appelle le moulin de la Roche, en amont de Jouy, donc une petite rigole qu'ils ont appelée la rivière de Jouy. Cette rigole devait parcourir les coteaux et arriver dans la Voise. On verra un peu plus loin, on verra le parcours et les problèmes. Hein. Donc c'était la rivière de Jouy, comme l'avait nommé Louvois. Hein. C'est un petit ouvrage, mais qui était quand même assez conséquent. Hein. Il fallait la créer, cette petite rivière. Ce n'est pas si facile. Bien, donc je vous propose quand même de faire un arrêt sur la conception des canaux et des écluses. Hein. Parce qu'il fallait évidemment que les canaux et les écluses aient des formats, disons des dimensions suffisantes pour assurer le débit. Il fallait passer quand même des quantités de matériaux importantes. Hein. Rappelez-vous, 250 000 mètres cubes de matériaux pour ce qui a été construit. C'est considérable. Il fallait les transporter. C'est énorme. Hein. Eh bien, alors, une remarque, c'est qu'à l'heure actuelle, quand on parle d'une écluse, l'écluse, c'est l'ensemble de l'ouvrage. À l'époque, l'écluse était prise au sens littéral du terme, c'est-à-dire l'écluse était la porte. Une écluse, elle a une porte haute, une porte basse, dans notre image actuelle. Mais à l'époque, l'écluse, chaque porte était, pour les ingénieurs de l'époque, était l'écluse. C'est pour ça que dans les schémas que vous voyez sur les images, on voit l'écluse haute, l'écluse basse. L'écluse haute, quand la rivière, le canal arrive, l'écluse haute, et puis l'écluse basse quand on descend. Quand on remonte, c'est l'inverse, hein, évidemment. Hein. Donc, et entre ces deux écluses, ces deux portes, hein, je les appelle portes ou écluses,
hein, mais il vaut mieux parler de porte, parce que sinon, dans l'esprit actuel, ça trompe un peu. Eh bien, entre ces deux portes, on avait ce qu'ils appelaient à l'époque le sas. Le sas, c'est le bassin de l'écluse qui est entre les deux portes. Hein. Donc il faut bien s'imaginer. Donc les schémas sont conçus sur cette distinction que je vous ai précisée. Alors, la longueur des sas, on peut parler des sas. Les sas, il fallait qu'ils soient dimensionnés quand même par rapport au débit des barques qui passaient. Hein. Donc, par exemple, pour la rivière, pour le canal de l'Eure, on a créé des sas relativement importants. Hein, des sas qui avaient 30 toises de long, c'est-à-dire environ près de 60 mètres de long. Hein. Donc, ça permettait en fait d'accumuler dans le sas, hein, au moment où on vidait, où on remplissait le sas, un certain nombre de barques. Hein. On pouvait, dans les grands sas comme ça, passer jusqu'à 6 barques d'un seul coup, à chaque éclusée. Par contre, sur le canal de Galardon, on a eu des plus petits sas. Hein, parce que déjà, le débit des matériaux était moins important, donc on pouvait se permettre de faire des plus petits sas. Et d'ailleurs, quand dans la littérature, certains parlent de barques plus petites utilisées sur le canal de Galardon que sur le canal de l'Eure ou sur le canal de la Drouette, des Pernons. Hein. Donc, les sas. Alors, ce qui était important, c'était évidemment la largeur de passage aux portes. Les portes avaient une largeur de passage qui était identique partout. C'était 10 toises. C'est-à-dire environ 10 toises, 10 pieds, excusez-moi, 10 pieds, c'est-à-dire 3,25 m. Hein. C'était partout pareil. Et ça permettait de passer des barques qui avaient une largeur de 9 pieds. C'était pas grand-chose. Hein. Mais bon, comme dans toutes les écluses actuelles, les bateaux, ils passent, il n'y a pas beaucoup de chaque côté. Hein. Donc ça, ce sont les écluses. Alors, les hauteurs de chute, les hauteurs de passage à chaque écluse, c'était à chaque fois à peu près 6 pieds de dénivelé. Hein. Sauf, on verra, il y a une écluse qui était un peu particulière, qui avait un peu plus. C'était l'écluse qui était près de l'Aqueduc, hein, sur le canal de Galardon. Hein. Et puis, alors la largeur, on le voit d'ailleurs sur les schémas, la largeur, il était important que quand on vidait, parce que ce n'est pas comme les sas à l'époque, on ne les faisait pas avec des parois verticales comme on le fait maintenant sur des écluses, on faisait avec des parois inclinées. Donc il fallait que quand le sas était vidé, qu'il y ait encore suffisamment de largeur pour que les barques puissent passer. Et surtout qu'il avait prévu que pour toutes les écluses, qu'il y ait au moins 2 barques côte à côte. Pour pouvoir avoir, donc, je vous ai dit, sur certaines écluses, on passait 6 barques à la fois. Sur les plus petites, on n'en passait que 4. Hein. Mais il fallait qu'il y ait quand même suffisamment d'eau. Alors, le canal, lui, on lui demandait, pareil, il avait des parois inclinées. Le canal, on lui demandait parce qu'il fallait également que les barques qui passaient puissent se croiser. Il y avait les barques qui remontaient, les barques qui descendaient, donc il fallait qu'elles puissent se croiser dans les canaux, pas que aux écluses, également dans les canaux. Hein. Donc il fallait une largeur des canaux qui soit cette largeur, elle était excusez-moi, je recherche. Elle était excusez-moi. Voilà, 4,5 toises, c'est-à-dire, ou plutôt 3 toises au fond, hein, environ 6 mètres de large au fond, au fond, parce que les barques passaient pas très loin du fond. Il n'y avait pas une profondeur importante dans les canaux. Hein. C'était 1,30 m d'eau hein, dans les canaux. C'est pas grand-chose. Hein. Et donc il fallait que, au minimum, chaque canal on puisse croiser les barques
Donc une profondeur de 1,3 m au minimum, avec une largeur d'environ 3 mètres, 6 mètres. 6 mètres. 6 mètres lorsque le canal arrivait au minimum. Les barques pouvaient transporter jusqu'à 300 pierres. 300 pierres, c'est-à-dire pratiquement 300 pierres de 250 kg. Les pierres en moyenne faisaient 250 kg. Les pierres de grès, celles qui venaient des Perdons, les plus lourdes, de 250 kg, 300 pierres par barque. Ça faisait quand même des 75 tonnes de pierres dans chaque 75 tonnes dans chaque éclusée, puisqu'il y avait 6 barques. Donc on pouvait, à chaque éclusée, dans les 6 barques, transporter quand même 75 tonnes, ce qui est assez considérable. Il fallait ça, puisque pour le volume et le tonnage que ça représentait, il fallait qu'il y ait un débit suffisant pour transporter toutes ces pierres. Et ces pierres venaient d'Épernon. Donc c'était quand même assez long. Voilà, donc ça a été quand même un gros travail de construire ces écluses, les canaux. Alors on va voir... Mais alors justement, ces canaux, quel est leur parcours et où se situaient les écluses? C'est la question qu'on peut se poser. Alors, et puis il y en a une autre aussi, qui est beaucoup plus proche de nous, qui est de se dire quels sont les vestiges que l'on peut encore voir. Qu'est-ce qui reste? Il reste encore des choses que l'on peut voir. C'est assez facile. Je vais vous les expliquer. Alors d'abord, on va prendre les canaux dans l'ordre. On va prendre le premier, le principal, qui est le canal de l'Eure. Le canal de l'Eure, en fait, il a commencé, il ne remontait pas jusqu'à Chartres ni jusqu'à Saint-Pierre. Le canal de l'Eure démarrait à l'aqueduc, en fait, au confluent où arrivait le canal de Galardon. On le voit sur les plans. Le canal de Galardon, il débouchait tout près du chantier, sur le canal de l'Eure, qui démarrait là. Donc le canal de l'Eure démarrait au pied du chantier, un peu avant le chantier, à l'arrivée de la rivière de Galardon. Et ce canal de l'Eure allait donc jusqu'à Nogent-le-Roi. Donc il y avait deux parties. La première partie qui allait du chantier jusqu'au confluent du canal de Galardon, du canal des Perdons, pardon. À peu près, ça se situe pas très loin de Villiers-le-Maurier. Donc, cette première partie du canal de l'Eure, c'était environ 5,3 km. 5,3 km. Alors, il faut voir qu'autour de Maintenon, l'Eure avait des méandres pas possibles. Donc, il fallait couper droit. Donc, on a créé le canal de l'Eure, essentiellement pour le passage de Maintenon, et même après, il y avait quand même beaucoup de méandres qu'il fallait éviter. Et puis, il y avait quand même quelques moulins. Donc, on a créé ce canal de l'Eure, donc jusqu'à Nogent-le-Roi, pour éviter, il y avait 3 moulins jusqu'à Nogent-le-Roi, et puis surtout, il y avait beaucoup de méandres. Donc, on a créé ce canal de l'Eure qui passe, qui débouche, qui passe... Le pont Rouge, c'est un pont très connu maintenant, c'est un vieux pont qui a été construit d'ailleurs à cette époque-là, à l'époque de la construction du canal de l'Eure. Parce que avant le canal de l'Eure, il y avait une petite rivière qui était la Voise, et il y avait un gué. Et évidemment, à partir du moment où on a fait un canal, il a fallu créer un pont qui est le pont Rouge de maintenant. Et d'ailleurs, à l'époque, ce pont Rouge s'appelait le pont de la Rue. Parce que la rue, c'était le hameau qui était de l'autre côté de Maintenon. Maintenon n'était que la partie du bourg située entre les deux rivières. Et donc la rue, c'était le hameau à côté. Et donc, il y a une première écluse, qui est l'écluse de la rue. On pourrait dire l'écluse du Pont-Rouge, si on veut, qui est tout près du Pont-Rouge, mais qui est dans le parc du château. On la voit assez peu. Par contre, c'est une écluse intéressante, parce que du fait que c'était dans un domaine privé, eh bien, elle est très bien conservée. Contrairement à toutes les autres,
l'écluse de la rue du château est très bien conservée. On voit très bien les massifs de l'écluse. Alors bien sûr, les portes en bois n'existent plus, hein, c'est évident, mais les bassins et ce qu'on appelle les massifs qui soutenaient les portes sont encore dans leur état d'origine, pratiquement. C'est très intéressant. Pour ce qui est du massif aval, le massif amont, il a été modifié parce que depuis, on a créé un vannage, comme ça c'est fait dans d'autres endroits. Les générations suivantes ont créé des vannages et donc se sont servis d'ailleurs des massifs d'écluses pour créer des vannages. Hein. Donc la première écluse sur le canal de l'Eure, c'est l'écluse de la rue, qui est dans le château, dans le parc du château. Après, la ligne droite du canal, c'est presque une ligne droite, hein, canal de l'Eure, à la sortie du Pont Rouge, et avec un léger angle, on aboutit sur l'écluse de Roquefin. Alors l'écluse de Roquefin, il n'y a pas grand-chose, on voit des restes du massif, mais surtout on voit bien le sas, c'est-à-dire le plan d'eau qui se situait entre les deux massifs d'écluse. Hein. Et d'ailleurs, le massif aval de cette écluse de Roquefin a servi, comme ça s'est fait d'ailleurs dans d'autres endroits, à établir un pont. Le pont sur lequel les voitures passent à l'heure actuelle, il a été établi en partie sur le massif de l'écluse. Donc quand on regarde bien de ce pont, on peut voir des restes de la chambre des portes, parce que les portes, c'était des portes qui étaient busquées, hein, pour mieux résister à la poussée de l'eau. Et donc on créait, dans le massif, une sorte d'empreinte qui avait la forme des portes et qui était faite en briques souvent. Hein. Donc c'est l'écluse de Roquefin, qui est sur la commune de Pierre, mais c'est au bout de Maintenon, hein, c'est tout près. Hein. Et puis beaucoup plus loin, pas très loin du confluent avec la rivière des Pernons, on a l'écluse de Bourret. Bourret se situe sur Villiers-de-Maurier, et il y avait d'ailleurs un gros moulin qui travaillait encore il n'y a pas très longtemps, qui a été abandonné depuis. Et donc là, il y avait une écluse qui se situait avant le confluent. Parce que entre le niveau, au niveau du chantier, le niveau de l'eau du canal de l'Eure au niveau du chantier, hein, et le niveau du confluent de la Drouette, il y avait quand même 5 mètres de dénivelé. Donc il fallait remonter de 5 mètres. Donc on avait 3 écluses, l'écluse de Bourret, l'écluse de Roquefin et l'écluse de la rue, hein, chacune avec environ 2 mètres, pas tout à fait 2 mètres de dénivelé. Donc on récupérait les 5 mètres. Hein. Voilà, donc c'est le travail du canal de l'Eure, juste entre le chantier et le confluent avec le canal des Pernons. Alors, ce qu'on voit d'ailleurs sur le schéma, c'est qu'on voit que le canal de l'Eure, autour du chantier, on a créé également deux canaux, tout près, à 80 mètres du chantier, des faces de l'aqueduc, des canaux qui permettaient, depuis les barques qui arrivaient sur le canal de l'Eure, d'être amenés le long du chantier. Des canaux qui faisaient 450 mètres de long quand même, hein, tout le long de l'aqueduc, en amont et en aval, hein, et donc qui permettaient d'amener les matériaux de part et d'autre du chantier. Ça facilitait le travail, hein, évidemment, hein, surtout qu'en plus, dans ces terrains, c'était des terrains humides, très humides, marécageux, donc il valait mieux transporter par bateau que transporter par des charrettes, hein, c'était évident. Donc ces deux canaux parallèles ont permis d'approvisionner très facilement le chantier de l'aqueduc. Et donc ils étaient reliés directement au canal de l'Eure. Alors ça, c'est la première partie du canal de l'Eure. Et puis, ce canal de l'Eure, il y avait encore 5 km depuis le confluent avec le canal des Pernons pour aller jusqu'à Nogent-le-Roi, avec 2 écluses, parce que cette partie-là, il y avait encore des dénivelés importants, et donc il fallait 2 écluses, une qui situait avant Galard, juste avant Nogent-le-Roi, et puis une autre qui situait pas très loin de Villiers-de-Maurier.
Et donc, ça permettait en fait de remonter les barques qui venaient de Rouen, de la Seine, de l'Angleterre. Pas les barques, non, mais on se transvasait évidemment. Hein. Et donc, de remonter tout ça jusqu'au chantier. Voilà, donc le canal de l'Eure. Maintenant, alors, donc, je vous ai dit, là, il y a quand même pas mal de vestiges qu'on peut voir. Le canal de l'Eure, on voit très bien. D'ailleurs, il y a maintenant des promenades qui sont aménagées le long du canal de l'Eure. Maintenant, des choses à voir avec l'écluse de Roquefoy. Évidemment, l'écluse du château, on ne peut pas encore la voir, mais je pense que dans quelques années, on pourra avoir accès à ce domaine, ce parc du château. Donc, passons maintenant au canal d'Épernon. Le canal d'Épernon, il va donc du confluent à Villiers-le-Maurier jusqu'à Épernon. Alors, Épernon, c'est assez particulier parce qu'il y avait des carrières de grès un peu partout à Épernon. Il y en avait au nord d'Épernon, sur la rivière qu'on appelle la Drouette, c'était la Drouette, pardon. Hein. Et il y en avait à l'ouest d'Épernon, sur la rivière qu'on appelle la Guelle. Hein. C'est-à-dire qu'il fallait arriver à Épernon, on va voir qu'on avait plusieurs petites branches de canal qui permettaient d'aller se rapprocher des carrières, hein, pour charger directement des carrières dans les barques. Hein. Alors, mais le chemin principal, il est quand même, il est commun à tous. Il y avait 3 zones de carrière à Épernon, mais qui étaient quand même très proches, à quelques kilomètres les unes des autres. Et l'arrivée à Épernon était commune, l'essentiel du canal était commun à ces 3 rivières. Alors, le canal d'Épernon, il avait une longueur quand même de 12 km. Hein, 12 km, avec une dénivelée importante qui était de 17 mètres. 17 mètres de dénivelé entre le départ à Épernon et l'arrivée au confluent. Donc là, il a fallu prévoir toute une série d'écluses pour pouvoir descendre ou remonter ces 17 mètres. Donc, ces écluses, alors on peut les parcourir. Ces écluses, bon, il y a d'abord à Villiers-le-Maurier, donc pas très loin du confluent, on a 2 écluses. L'écluse qu'on appelle du bourg de Villiers et l'écluse du château de Villiers. Des écluses qui ne sont pas très, très éloignées les unes des autres. Mais par contre, c'est des écluses qui se situent dans une zone où la Drouette avait une pente relativement importante. Donc c'est pour ça qu'elles sont peu éloignées, il fallait maintenir l'eau. Hein. Et l'écluse du bourg de Villiers, on peut voir des vestiges. Il y a un pont qui va dans un hameau de Villiers qui s'appelle les Monts Rouges. Quand on passe au-dessus du canal, bien là, il y a un pont qui a été établi. Il y a encore des vieilles cartes postales qu'on peut trouver où on voit qui indiquent les différents massifs. Et donc le pont, il a été établi sur un des massifs de l'écluse du bourg de Villiers. Et on voit encore des vestiges du massif amont, le pont ayant été établi sur le massif aval. Hein. Donc là, c'était des écluses standards avec des dénivelés à peu près de 6 pieds, hein, c'est-à-dire pas loin de 2 mètres, hein, 2 mètres de passage à chaque écluse. Hein. Donc, par contre, l'autre écluse qu'on appelle l'écluse du château de Villiers, qu'on voit d'ailleurs sur les plans qui sont derrière moi, on voit, ce sont des plans qui ont été établis très peu de temps après la construction de ces canaux. C'est des plans très précis. On les a confrontés au plan actuel, et c'est vraiment des plans donc établis en 1686, 87, 88, hein, qui sont très, 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 très précis. Et donc, grâce à ces plans, on peut savoir exactement où sont les écluses, et en particulier cette écluse du château de Villiers, qui a complètement disparu. Pourquoi ? Parce qu'elle se trouve près d'un ancien moulin. Et donc, quand les travaux ont été abandonnés, le moulin, il a repris l'eau. Hein. Et donc, il y avait en fait un bout de canal qui avait été établi
sur lequel avait été établie l'écluse, qui se retrouve maintenant dans un pré. Donc il n'y a plus rien qui reste. Le pré, il a fait tout disparaître. Mais grâce à ces vieux plans, on peut savoir exactement où se situait cette écluse. D'ailleurs, il y avait un château, on appelait le château de Villiers, qui a dû être démoli pour le passage du canal. Mais bon, c'était pour le roi, hein, donc tout était possible. Donc ça, ce sont les deux écluses de Villiers. Après, quand on remonte un peu, là on remonte vers Épernon, on retrouve à Saint-Martin-de-Nigel deux écluses. Alors là, il s'est posé un problème. C'était une zone où il y avait beaucoup de méandres. Il fallait d'abord rectifier, créer des zones de canaux droits, des rectilignes. Hein. Et puis il y avait deux moulins. Il y avait un moulin qu'on appelle le moulin de Nigel et un autre moulin qui s'appelle le moulin de Fervache. Eh bien, il fallait ces deux moulins les court-circuiter, hein, donc créer des morceaux de canaux pour court-circuiter ces moulins. Hein. Et donc, il y avait aussi un pont, un vieux pont. C'était un passage, il y avait quand même quelques routes qui existaient, quelques chemins importants. Hein. Et il y avait un vieux pont qui se situe d'ailleurs à Saint-Martin-de-Nigel. Hein. Et on se demande pourquoi Vauban avait imaginé de faire... Donc là, c'est une zone où la rivière avait une pente importante. Donc il fallait créer quand même... Il fallait rattraper à peu près trois niveaux de 2 mètres. Hein. Et donc, il fallait créer ce que j'appelle une écluse double. C'est-à-dire une écluse dans laquelle vous aviez 2 sas, 3 portes et 2 sas, les uns derrière les autres. Hein. Alors au début, Vauban avait dit, on va créer l'écluse double à Nigel, côté du moulin de Nigel, pour court-circuiter les moulins de Nigel, et l'écluse simple à Fervache. Mais il n'y avait plus assez de passage sous le pont. Donc on a fait l'inverse. Donc c'est pour ça qu'on trouve des plans dans lesquels on voit des vieux plans, on voit l'écluse double, ou c'est plutôt dans les directives de Vauban, l'écluse double à Nigel, l'écluse simple à Fervache, alors que la réalité s'est faite dans l'autre sens, de façon à pas trop remonter sous le pont, hein, pour laisser le passage sous le pont. Hein, et donc on retrouve très peu de traces, malheureusement, sur toutes ces zones de ces écluses et du canal. Parce qu'il y a des endroits, le canal, il y a des maisons à la place du canal. Des maisons modernes. Hein. Et puis, d'autres endroits, le canal n'existe plus puisque la rivière a repris son cours d'origine, hein, en particulier autour de Fervache. Et à un endroit, la rivière, le canal, il passe dans un endroit... alors, quand on connaît un peu les lieux, on voit dans les champs, dans les prés, on voit une dépression qui correspond au passage de l'ancien canal. Mais bon, on les a sur les plans, et ces plans sont très très précis. Hein. Je les ai confrontés avec des cartes récentes, et vraiment, on arrive à très bien repérer exactement où se situaient ces ouvrages. Alors, il y en a certains qui sont dans des terrains privés. Hein. Cette fameuse, les restes d'écluse double de Fervache, c'est dans des terrains privés, il faut aller demander l'autorisation pour aller voir les vestiges, bien entendu. Il ne reste pas grand-chose, hein, parce qu'il reste quelques cailloux à amonceler, bon, c'est pas énorme, c'est pas très intéressant. Donc, les deux écluses à Saint-Martin. Alors après, on continue. Alors là, il y a toute une zone où le canal, il est dans son jus d'origine, hein, entre Saint-Martin, entre Fervache et Anche. Le canal, il est vraiment dans son... Il n'a pas bougé, hein. Hein, et il est bien droit. D'ailleurs, on voit c'est des lignes très droites. Hein. C'est pas normal pour une petite rivière qui donc il a été conservé. Donc depuis les écluses de Saint-Martin, la dernière écluse de Saint-Martin, le canal est dans son jus d'origine. Le canal actuel est dans son jus d'origine, à savoir que on a des zones parfaitement rectilignes telles qu'elles avaient été faites à l'origine. Donc le canal arrive à Anche et il arrive en fait sous le chemin principal qui était la route principale de l'époque, qui était le grand chemin qui allait de Saint-Germain-en-Laye, jusqu'à
qu'à l'époque, au début, le roi était encore à Saint-Germain, il n'était pas encore à Versailles. Hein. Saint-Germain-en-Laye. Et surtout, les armées qui travaillaient sur l'aqueduc, elles avaient leur cantonnement d'hiver du côté, autour au Pec et du côté de Saint-Germain. Donc il y avait énormément de passages qui allaient de Maintenon jusqu'à Saint-Germain et qui passaient sur cette route ce chemin, en fait, qui correspond à la route actuelle, au bourg de Hanche, entre les deux feux de Hanche, le feu près de la mairie et le feu près du virage vers Épernon. Eh bien, ça, ce morceau de route était le grand chemin où passaient toutes les troupes et, bien sûr, Louvois passait là, hein, quand il allait surveiller. Il surveillait énormément les travaux. Hein. Et donc, on trouve tout près de ce chemin, hein, on trouve une écluse qui est la première écluse de Hanche. Hein. Et d'ailleurs, cette écluse a été remarquée par Louvois. Un jour, Louvois passait, il était sur ce grand chemin qui allait de Versailles à Maintenon, hein, et donc il a vu une cabotière, comme on les appelait, avec des ouvriers qui avaient complètement chargé de pierres de grès, hein, il y avait quelques dizaines de tonnes de chargés de pierres, ils n'arrivaient pas à la sortir de l'écluse de Hanche. Hein. Et donc, Louvois dit, eh bien, en fait, il ordonna de fournir des cordes plus solides aux ouvriers pour pouvoir manipuler les cabotières. Donc, cette écluse de Hanche se situe tout près du pont. Hein, il y avait un pont qui existait. Et on peut voir d'ailleurs, depuis le pont actuel, on peut voir le long de la rivière les vestiges de la porte aval de l'écluse de Hanche. L'écluse, qu'on appelle l'écluse de Hanche. La porte amont de cette écluse, elle est maintenant elle est incluse dans une vanne qui régule le niveau d'eau. Il y a une vanne moderne, hein, qui régule le niveau d'eau dans le canal en amont, c'est-à-dire le canal de la Louette, en fait. Hein. Et ce niveau d'eau, il arrive à la deuxième écluse de Hanche, qui est à Vinerville. Vinerville, c'est entre Hanche et Épernon, à l'entrée d'Épernon. Hein. Et à cet endroit-là, il y avait un moulin, donc qui devait être, pareil, comme pour les autres, court-circuité. Hein. Et il y avait une écluse à l'écart de ce moulin. C'est l'écluse de Vinerville, qui, elle, a complètement disparu. Pourquoi ? Parce que le canal, la rivière a été reprise par le moulin, hein, et il y a une route qui est passée dessus, et là la route a complètement... ils ont mis des pierres dans l'écluse, et puis l'écluse a complètement disparu. Par contre, on sait exactement, elle se situe exactement sous la porte amont de cette écluse se situe sous une route transversale qui va du Petit de Hanche jusqu'à Vinerville. D'ailleurs, en amont de cette écluse, il y avait une partie toute droite qui traversait les prairies actuelles juste à l'entrée d'Épernon et qui aboutissait à l'écluse d'Épernon, qui est l'écluse de Savonnières. Donc cette partie de canal tout droite, elle a disparu, puisque en fait les moulins ayant repris l'eau, bien les rivières ont repris leur cours naturel et donc le canal a disparu de cette zone-là. Mais on connaît exactement son tracé qu'on a sur les plans que vous avez derrière moi. Donc cette écluse de Vinerville, c'était une écluse comme toutes les autres, hein, 6 pieds de dénivelé, un sas de 30 pieds, c'est tout à fait ordinaire, c'était presque des écluses standards. Hein. On verra, la seule écluse un peu particulière, c'est celle sur le canal de Galarde. Donc, on arrive maintenant à la dernière écluse, qui est l'écluse de Savonnières, qui est en fait sur Épernon. Et au bout de la ligne droite du canal, il y avait l'écluse de Savonnières qui, pareil, devait permettre, et un bout de canal qui devait permettre d'éviter le moulin de Savonnières. Il y avait un moulin là aussi, hein. Donc cette écluse de Savonnières, on peut voir des restes
quand on va dans un jardin, c'est un jardin public qui se situe à côté de la salle des fêtes d'Épernon, on appelle les prairiales. Eh bien, quand on va au jardin des fêtes de l'autre côté, on voit des massifs, les massifs des l'écluse, avec dans le fond, il y a encore les pierres qui restent. On voit très bien ces massifs, massif aval et massif amont. Alors, sur le massif amont, il y a une vanne qui a été créée après pour pouvoir emmener l'eau dans le moulin qui a récupéré ses eaux après. Donc, on arrive, et cette écluse, cette porte haute, c'est elle qui définissait le niveau final. C'est-à-dire qu'à partir de ce niveau-là, on arrivait sur un plan d'eau plat qui arrivait jusque dans les principales carrières, qui sont les carrières de la butte de Saint-Denis. À Épernon, vous avez une grosse butte qui s'appelle la butte de Saint-Denis, un immense paquet de grès, hein, et puis il y a la butte de la ville d'Épernon, qui est la butte de... comment on l'appelle? Bon, peu importe. Et donc... les principales carrières se situaient au pied de la butte de Saint-Denis, sur la rivière Drouette, en fait sur le canal qui a remplacé la rivière Drouette. Donc là, Vauban avait fait établir un port qui est très long, hein. Il y avait un port de 200 toises de long, c'est-à-dire 300 mètres sur 300 mètres de long. Vous aviez des quais avec des chemins qui remontaient directement aux carrières qui étaient au-dessus, hein. Et puis il y en avait également de l'autre côté. Parce que à Drouette, à ce moment-là, à cet endroit-là, il y a une butte d'un côté, une butte de l'autre côté, et les carrières en avaient des deux côtés. Donc ils descendaient les pierres, ils les taillaient évidemment sur place, ils les descendaient en bas où il y avait le canal et chargeaient directement les cabotières. Là, hein, c'était du travail industriel presque. Hein. Il y avait également une partie il n'y a plus rien malheureusement. Pour les carrières qui se situent de l'autre côté d'Épernon, la petite rivière qu'on appelle la Guêle avait été aussi canalisée et remontait jusqu'au prieuré d'Épernon. Le prieuré d'Épernon existait bien sûr à l'époque, et donc ça permettait de récupérer les grès qui venaient de l'autre côté d'Épernon, parce que du grès, il y en a, je vous ai dit, il y en a à différents endroits. Donc voilà ce canal de Galardon, qui était quand même un canal essentiel, puisque la plupart des ossatures, toutes les ossatures de l'aqueduc ont été faites avec des pierres, des grès d'Épernon, de très bonne qualité. D'ailleurs, les carrières d'Épernon ont encore participé pour les pavages de Paris. Beaucoup de pavés de Paris sont des pavés de grès d'Épernon. Voilà pour le canal d'Épernon qui a bien fonctionné. Hein. Et il y avait énormément de personnel à Épernon. Dans les carrières, on parle, je crois, de 2000 ouvriers rien que dans certaines carrières. C'était colossal. D'ailleurs, à une époque, je vous en parlerai après, on a... À certaines époques, il n'y avait pas assez de monde sur certains chantiers. Donc on prenait les ouvriers des carrières pour les envoyer sur les chantiers, qui étaient en fait des militaires. Hein. Bien, tout ceci nous amène au dernier canal, qui est le canal de Galardon. Alors le canal de Galardon, il a une longueur à peu près comme les autres, 12 km. Hein. C'est quand même pas rien, 12 km, avec une dénivelée de 11 mètres. Moins qu'à Épernon. Hein. À Épernon, c'était 17 mètres. Là, c'est 11 mètres, mais sur 12 km. Hein. Et ce canal de Galardon, eh bien, il a fallu lui inclure 5 écluses. 5 écluses, dont une double, on verra. Avec encore une inconnue, parce qu'il y a un endroit, quand on réfléchit bien, ça pose problème. Bon, alors, la première écluse était tout près du chantier. Tout près du chantier, puisque c'est l'écluse qu'on appelle l'écluse de Guignonville. Guignonville, c'était en fait tous les terrains autour de l'aqueduc appartenaient au seigneur de Guignonville, hein, qui était devenu d'ailleurs le régisseur de Madame de Maintenon. Ça va. Mais par la suite, Guignonville et les descendants ont perdu toutes leurs terres et c'est tout devenu des terres appartenant au duc de Noailles. Bon, c'est une autre histoire.
Eh bien, l'écluse de Guignonville a disparu, mais a été remplacée par un moulin qu'on appelle le Moulin Neuf, malheureusement, qui est en ruine à l'heure actuelle. Parce que c'est tout près de l'aqueduc, hein, et c'est tout près entre le golfe de Maintenon et l'aqueduc. Il y a un moulin là, qui est en ruine parce que, pour diverses raisons. Ça, c'est l'écluse de Guignonville, comme on l'appelle. On pourrait l'appeler écluse du Moulin Neuf, puisque dès que les travaux ont été abandonnés, ils ont construit un moulin. Les ducs de Noailles ont construit un moulin qui s'appelait le Moulin Neuf, hein, qui est un moulin très ancien, mais on l'appelait quand même neuf. Hein. La deuxième écluse, alors les autres écluses, on les rencontre. Le canal, il est très bien conservé. Là, le début du canal de Galardon, hein, est très bien conservé. On le voit quand on prend la route qui mène à Hou, et ensuite même jusqu'à Armenonville. Le canal est très bien conservé. Par contre, les écluses ne sont pas très, très visibles, puisque l'écluse de Guignonville, il y a un moulin qui a été construit à la place. L'écluse de Hou, à Hou, il y a deux écluses. En fait, non, il y a l'écluse de Hou, qui est à l'entrée du village de Hou, mais incluse, pareil, dans un moulin. Donc on peut pas. Il y a quelques vestiges qui existent, mais on ne peut pas la voir. Hein. Alors un peu plus loin, il y a l'écluse de Moineau. Moineau, c'est un petit village qui est un peu en amont de Hou. À Moineau, on voit très bien les massifs de l'écluse de Moineau, qui étaient tout à fait comparables aux autres écluses. L'écluse de Moineau qui avait en fait, qui avait une hauteur de chute comme les autres, hein, c'est-à-dire aussi à environ 2 mètres, 2 mètres de chute. Ça nous amène ensuite à la quatrième écluse, qui est l'écluse de Bayeux. Alors l'écluse de Bayeux est pas facile à trouver, parce que c'est dans des terrains privés, à l'écart d'un moulin qu'on appelle le moulin de Bayeux, et c'est très difficile à accéder, mais comme on le voit sur les photos, il y a des grands prés, et il y a un endroit où on voit tout un massif d'arbres, avec des espèces de buttes qui ressortent, hein, et on retrouve là l'emplacement d'une écluse qui était une écluse double, c'est-à-dire qu'il y avait 2 sas, 3 portes, 2 sas, avec des dénivelées relativement importantes, hein, parce que à l'époque, à l'origine, Vauban avait dit, eh bien, l'écluse de Bayeux va nous permettre de monter le niveau suffisamment haut pour aller jusqu'à Galardon. Hein. Sauf que quand on reprend les niveaux de tous les moulins actuels qui ont été faits par la suite, on s'aperçoit que en amont de cette écluse de Bayeux, c'est-à-dire la troisième porte, eh bien, on est à un niveau qui est quand même très bas par rapport au point final, qui sont les carrières de Germonval, de Galardon. Hein. Et alors, Vauban avait dit, eh ben, on va creuser profondément la partie finale pour éviter de faire une écluse supplémentaire. Mais quand on réfléchit, quand on repart des niveaux, ce que l'on a fait, eh bien on s'aperçoit qu'il aurait fallu creuser les fossés. Galardon était une ville fortifiée, avec des murailles, des fossés, des tours, et donc il fallait creuser le long des fossés, des murailles, profondément jusqu'à environ plus de 4 mètres de profondeur, le long des fossés. Donc les murailles se seraient effondrées. Donc on peut imaginer qu'il y avait une écluse supplémentaire, mais malheureusement, on l'a sur aucun plan, légèrement en amont d'un moulin qu'on appelle le moulin de Richenoux. Hein. Il y avait probablement là une écluse supplémentaire qui permettait en fait de remonter plus encore, gagner encore 1,50 m ou 2 mètres, pour arriver à un niveau raisonnable par rapport aux murailles de Galardon qui se seraient affaissées si on avait dû creuser comme l'avait... en fait, les relèvements n'avaient peut-être pas été très bien faits, et donc ils se sont... Ça, c'est à peu près évident qu'il y avait une écluse supplémentaire en amont de Richenoux. Hein. Parce que
comme on peut le voir, alors sur la dernière image du canal de Galardon, on voit les plans autour de Galardon. Galardon, on voit bien les murailles autour de Galardon, et le canal était au ras de ces murailles. Donc creuser plus de 4 mètres au ras des murailles, et puis on arrivait au final, parce que on dit Galardon, mais c'était encore à peu près 1 kilomètre en amont. Alors c'est au nord de Galardon, là, pour arriver aux carrières, les fameuses carrières de Germonval, qui maintenant c'est une banlieue de Galardon, c'est un hameau de Galardon, mais ça s'appelle Germonval. Hein. Et donc là, il y avait une grande colline avec des carrières de calcaire très importantes. Hein. Et les fours à chaud étaient implantés. D'ailleurs, on le voit sur le plan. Le plan qui est projeté, c'est un plan qui date de 1750, c'est-à-dire bien après l'abandon du canal. Mais les fours à chaud sont encore en activité. Parce que finalement, on s'est retrouvé, les gens de Galardon ont trouvé là une carrière de chaux très intéressante pour les constructions. Les fours à chaud ont dû continuer à fonctionner longtemps après, parce qu'on avait là une source de matériaux très intéressante pour les constructions, toutes sortes de constructions. Donc là, on arrive aux carrières de Germonval, qui se situent, et on voit très bien sur le plan les fours à chaud et le canal qui se termine. Alors ce canal, on le voit d'ailleurs qu'il est alimenté par une toute petite rivière. Ça s'appelle maintenant, d'ailleurs on a du mal à croire qu'il y a pu y avoir de la navigation. C'est un tout petit filet d'eau, ça s'appelle le ruisseau d'Ocre. C'est un tout petit ruisseau. On se demande comment on pouvait alimenter... Eh bien, finalement, le canal de Galardon, alors il était alimenté par ce ruisseau d'Ocre. Il était également alimenté par la Voise, mais la Voise, elle n'arrivait pas jusqu'à Galardon. Elle arrivait en amont de Richenoux. Hein. Heureusement, comme je vous l'ai dit précédemment, eh bien, il s'était aperçu de ce problème d'alimentation en eau des écluses, parce qu'il fallait quand même... Hein, alors, les barques étaient un peu plus petites sur le canal de Galardon. C'était des plus petites barques parce que c'était un canal d'un gabarit un peu inférieur. On le voit d'ailleurs sur les longueurs des écluses, mais des sas plutôt. Mais il fallait quand même qu'il y ait suffisamment d'eau. Hein. Et cette eau, bien, c'est le dernier ouvrage qui n'est pas un canal, mais qui fait partie de l'ensemble, qui est la fameuse rivière de Jouy. Cette rivière de Jouy, donc, a été conçue justement pour pouvoir amener de l'eau. Alors l'eau, on sait maintenant où elle arrivait en amont de la fameuse écluse double de Bayeux. Hein. Donc ça permettait d'alimenter avec de l'eau de l'Eure prélevée à Jouy, en amont de Jouy, de suralimenter, comme on dit, on suralimentait le débit de la rivière de façon à avoir suffisamment d'eau pour faire circuler les barques. Hein. Alors, donc, cette rivière de Jouy, c'était donc un tout petit canal, hein, c'était une petite rivière. D'ailleurs, on a retrouvé, il n'y a pas très longtemps, du côté de mes voisins, un tout petit morceau. Malheureusement, il a disparu parce que c'était des travaux de terrassement. Et ils ont déterré un morceau de canal. C'était à peu près large comme ça, profondeur comme ça, c'était quand même non négligeable. Hein. C'était une petite rivière qui coulait là, et donc qui coulait à flanc de coteau. Donc de l'eau prélevée au moulin de la Roche, à une cote quand même assez élevée. Hein. Au moulin de la Roche, la cote, il y a des sources à cet endroit-là. C'est pas vraiment sur le lit de l'Eure, mais c'est à côté. Hein, il y a des sources. Hein, et en fait, c'est de l'eau de l'Eure, hein, de la vallée de l'Eure. C'est la cote 115 mètres. 115 mètres au moulin de la Roche. Alors qu'on arrivait à Bayeux, au moulin de Bayeux, on arrivait à la cote de 110 mètres. Et il y avait 5 mètres. On avait 5 mètres de dénivelé pour prendre l'eau
au Moulin de la Roche et l'amener à Bayeux pour alimenter le canal de Galardon. 5 mètres sur une distance que l'on a recalculée, qui est une distance de 15 km. 15 mètres sur 15 km, c'est quand même une bonne pente. Et donc ça permettait à un petit ruisseau de s'écouler assez rapidement et pour alimenter le canal de Galardon à Bayeux. Alors je vous ai mis des vues avec des plans, des cartes hygiènes récentes. On voit très bien le parcours de cette rivière de Jouy. Sur les coteaux, donc les coteaux de la rive droite de l'Eure, en descendant l'Eure, venant de Chartres, la rive droite de l'Eure, les coteaux d'ailleurs où passe à l'heure actuelle la ligne de chemin de fer Paris-Chartres. Donc sur ces coteaux, la rivière descendait doucement. Bon, évidemment, elle prenait de la hauteur par rapport à l'Eure. L'Eure descendait plus rapidement. Donc on faisait descendre à pente constante la rivière, ce petit canal, cette rivière de Jouy. On voit très bien son parcours qui suit, d'ailleurs, il y a des plans encore pas très anciens, des plans qui datent des années 1900, qui reprennent d'ailleurs ce parcours exact. On a vraiment des plans très précis. Et on a même, je vous ai mis une photo, des relevés des arpenteurs de l'époque, quand ils ont arpenté le terrain, et on a tous les points, un plan vraiment avant la réalisation de cette rivière de Jouy. Et puis, j'ai reporté ces plans sur les cartes hygiènes récentes. On voit très très bien le parcours le début de ce parcours, finalement, depuis le Moulin de la Roche jusqu'à ce qu'on appelle la butte au canon. La butte au canon, c'est en fait l'endroit où les coteaux se rejoignent, les coteaux de la rivière de l'Eure et les coteaux de la Voise se rejoignent à un endroit, d'ailleurs, où il y a un pont qui passe sous le chemin de fer à cet endroit-là, peu avant Maingournois. Et là, on a une butte de terre qu'on appelait la butte au canon. La butte au canon, pourquoi ? Parce que quand Louis XIV il est venu plusieurs fois voir le chantier, etc. Et un jour, il a fait une grande fête, et il y avait des batteries de canons qui avaient été posées sur les buttes en hauteur pour tirer le canon. Et donc, ça s'appelle la butte au canon depuis. Et donc, à cet endroit-là, la rivière de Jouy quitte la vallée de l'Eure pour remonter la vallée de la Voise. Alors évidemment, ça se situe assez en hauteur, et on voit d'ailleurs, c'est le seul endroit où on voit encore des traces de cette rivière, parce que comme le chemin de fer est passé, il y a eu plein de travaux, ça a tout détruit, tout ce qu'il pouvait y avoir. Le chemin de fer, ils ont, à l'époque, construction du chemin de fer, c'est en 1848, on se souciait assez peu des vestiges historiques de ce genre. Et donc tout a été détruit, sauf à la butte au canon qui se situe au-dessus du chemin de fer. Et donc là, dans les bois, autour des champs, on voit le reste du passage de cette rivière de Jouy. Et là, donc, la rivière obliquée carrément à plus qu'à un angle droit, on le voit sur les plans, la rivière repart. Donc, là, cette fois-ci, sur la rive gauche de la vallée de la Voise. En suivant d'ailleurs les lignes de niveau du terrain. On voit très bien cette rivière, elle suit d'ailleurs, il y a un endroit assez connu de tout le monde, c'est le fameux cimetière de Yermononville. Le cimetière de Yermononville, c'est là où se situe la tombe d'Hélène Boucher, très connue. Eh bien, on a calculé que la rivière de Jouy passait tout à côté de la tombe d'Hélène Boucher. Non, plutôt, la tombe d'Hélène Boucher a été établie tout près de l'endroit où passait la rivière de Jouy. Et après, cette rivière de Jouy, on voit, elle suit les lignes de niveau, puisque là, elle serpente sur la colline. Sur la colline, c'est pas des grandes collines, mais elle serpente à un niveau,
pendant plusieurs kilomètres, elle se situe entre la côte 110 et la côte 111, hein, et on voit très très bien, on a pu reconstituer, d'ailleurs il y a des plans, mais surtout à l'arrivée, parce que l'arrivée, à cet endroit-là il y a des plans, mais à l'arrivée à Bayeux, il n'y avait pas de plan, il n'y a pas de plan disponible. Par contre, en suivant les lignes de niveau, on sait exactement où elle passait. Et puis, pour parler des vestiges, là encore après, là il n'y a plus de vestiges, parce que les terrains ont été recultivés, c'est des zones cultivées, hein, des grandes cultures. Et puis, il y a un endroit, cette rivière de Jouy rejoint la vallée d'un endroit où il y avait une ligne de chemin de fer. C'était la fameuse ligne de chemin de fer qui faisait Auneau, Maintenon-Dreux. C'est une petite ligne, hein, qui a été construite dans les années 1880. Et là, ils ont, pareil, elle est passée exactement, la ligne de chemin de fer est passée exactement où était cette rivière de Jouy. Donc là, il n'y a plus rien non plus, hein. Le seul endroit où on est sûr, c'est à l'arrivée de cette rivière de Jouy dans le canal de Galardon. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de plan de l'époque, mais par contre, en examinant le cadastre, on le voit sur les images, à cet endroit-là, c'est des cadastres qui ont été établis dans les années 1830, relativement anciens déjà encore, et on voit très bien des parcelles de terrain spécifiques, et en particulier à l'arrivée de la rivière de Jouy dans le canal de Galardon, il y a non seulement une parcelle, en plus c'est le confluent, il y a 3 communes différentes. Il y a la commune d'Armenonville, la commune de Bayeux, la commune de Pont-sous-Galardon. Et à cet endroit-là, il y a des parcelles, et à l'heure actuelle, il y a encore des levées de terre et des bois qui correspondent exactement à l'arrivée de la rivière de Jouy dans le canal de Galardon. Donc on a vraiment, on est sûr de ce point d'arrivée, même si on n'a pas de plan d'origine, hein. Voilà, donc cette rivière de Jouy était vraiment indispensable, hein, indispensable, parce que c'était, d'ailleurs, on va le voir, hein, c'était indispensable et on ne peut pas contester, certains contestent son existence, hein. Certains historiens ont dit « Oh, ça n'a peut-être pas été abouti », si ça a marché. Alors, justement, sur cette rivière de Jouy, j'aurais une dernière question à vous poser. Comment elle fonctionnait ? Tout simplement par gravité, hein. C'est-à-dire qu'elle suivait elle avait une pente régulière, hein, et donc il y avait suffisamment il y avait 5 mètres de dénivelé, donc elle arrivait normalement dans le canal de Galardon. Simplement, c'est que, comme beaucoup de canaux, il fallait laisser le passage. Vous aviez des coteaux, et puis par endroits, il y avait des petits ruisseaux qui passaient. Donc il fallait repasser par-dessus des petits ruisseaux, repasser par-dessus même l'ancien lit de la Voise. À l'arrivée, il fallait repasser par l'ancien lit de la Voise pour aller rejoindre le canal de Galardon. Eh bien, à l'époque, ils étaient très pragmatiques. De toute façon, le canal de Jouy, la rivière de Jouy, elle n'était pas destinée à fonctionner longtemps, hein. Le chantier fini, elle ne servait plus à rien. Donc on a dit, ils ont dit, tous les ouvrages, on va les faire en bois. On va faire passer le canal sur des ponts en bois, hein, mettez de la glaise, et ça passait comme ça passait par-dessus des ruisseaux qui pouvaient passer là-dessus. Il y a même des endroits, par exemple, un endroit, vous avez une petite rivière qu'on appelle la Jouvence. La Jouvence, c'est une petite rivière qui descend des plateaux, qui passe à Soulaire, et qui arrive à Dionval, et la rivière de Jouy devait passer au-dessus de ce petit ruisseau. Et alors là, carrément, ils mettaient des fagots, ils appelaient ça des fascines, on mettait des fascines, des fagots, on mettait de l'argile, et on faisait passer le canal là-dessus. Et d'ailleurs, il y a d'ailleurs eu, au moment, peu de temps avant, c'était en 1686, Louis XIV devait venir voir les travaux. Et donc,
il y avait eu un gros orage, c'était au mois de juin, exactement le 26 juin 1686. On le sait exactement. Pourquoi? Parce que tout un échange de courriers entre les dirigeants des travaux et les militaires. Et Louvois, en fait, Louvois s'était inquiété. Il avait su qu'il y avait eu des orages, qui avaient d'ailleurs détruit pas mal de passages de cette rivière de Jouy et la rivière de Jouy, en particulier les endroits où ça passait en dessous de la rivière, avec les flots de l'orage, ça avait tout emporté, ça a fait tout détruit. Et donc, Louvois a envoyé un courrier au marquis d'Uxelles, qui était le général en chef qui dirigeait les travaux. Hein. Et donc, il lui dit, comme les eaux reviendront promptement basses dans le canal de Galardon, je vous conjure de faire mettre tant de monde à la rivière de Jouy que l'eau puisse y être remise incessamment. Oui, c'était l'ordre, hein, vraiment, il fallait aller chercher tout le monde qu'il faut. Il fallait vraiment que ça marche avant que le roi arrive. Hein. Et même, il y a le directeur des travaux, l'ingénieur Isaac Roblin, qui écrit à Louvois d'ailleurs, qui écrit au marquis d'Uxelles, excusez-moi, qui lui a écrit « J'ai reçu votre lettre du 2e de ce mois par laquelle j'ai vu avec plaisir l'apparence qu'il y a que la rivière de Jouy sera dans le ruisseau de Galardon avant que le roi arrive à maintenant. » Hein, le roi est venu. D'ailleurs, il avait été malade et il est venu que le 14 juillet, là c'était fin juin. Mais bon, ils ont mis tout le monde qu'il fallait. Vous voyez, donc la rivière de Jouy fonctionnait puisque il y avait des ordres hein, qui venaient d'en haut. Hein. Voilà, donc toute cette histoire de canaux et de rivières qui était indispensable finalement pour alimenter ce chantier, bien qu'il ait été réduit, hein, mais encore colossal, de la construction de l'aqueduc de Maintenon. Et heureusement que ces canaux ont été construits pour transporter les matériaux, pour les amener d'assez loin, sinon c'était impossible de réaliser un ouvrage dans une zone où il n'y a quand même pas, il faut voir que dans la Beauce, il n'y a quand même pas beaucoup de carrières de pierre. Il y a les carrières de Berchères pour la cathédrale, mais c'était beaucoup trop loin, Berchères. Hein. Heureusement qu'il y avait Épernon, mais même Épernon était loin à l'époque, 15 km. Hein, voilà. Donc, merci de m'avoir écouté. Merci pour ce merveilleux voyage.